Bienvenue dans Par le Sud passe à table, la nouvelle saison gourmande du podcast de la région Sud. Comment la gastronomie du Sud a conquis le monde ? Comment un art culinaire s'érige en art de vivre ? Qui sont les femmes et les hommes qui œuvrent en coulisses ? Sur tout le territoire, des personnalités ont des histoires extraordinaires à nous raconter. Partons à la rencontre de chefs cuisiniers, de sommeliers et de producteurs qui incarnent le Sud de la plus belle des manières, en titillant nos papilles. En décrochant 3 étoiles d'un coup pour la table du Castellet dans le Var, Fabien Ferré est devenu le plus jeune chef triplement étoilé au monde. À quelques jours de la réouverture de son restaurant gastronomique, nous l'avons rencontré entouré de son équipe en plein préparatif. Bourguignon d'origine, fils de pâtissier et petit-fils d'agriculteur, il a adopté la cuisine méditerranéenne et elle le lui rend bien. Avec lui, nous avons voulu percer un grand mystère. D'où vient cette passion pour les produits du Sud ? Bonjour Fabien. Bonjour Léa, comment ça va ? Ça va bien et vous ? Super. On est ici à la table du Castellet. C'est un restaurant pour lequel vous avez reçu 3 étoiles d'un coup et vous êtes devenu le plus jeune chef triplement étoilé du monde. La question, on vous l'a posée 800 000 fois je pense, mais on va vous la reposer. Qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça fait ? Ça a été le 18 mars 2024, un des plus beaux jours de ma vie, c'est évident. Beaucoup d'émotions, hein. C'est une chance ou c'est un travail, je sais pas comment on peut définir, mais en tout cas c'est une satisfaction personnelle et collective aussi. J'ai eu la chance que mes équipes soient présentes le 18 mars à Tours et de vivre ce moment avec eux. Comment on l'a vécu très bien, ça n'a pas été un fardeau, loin de là. J'imagine que si le Guide Michelin encore une fois nous a décerné ce titre, c'est ce qu'on le méritait. Donc il y avait du travail derrière et ça nous a galvanisés. On avait à cœur de démontrer que on était là, qu'il fallait compter sur nous. Et puis voir la fierté de mes équipes, de mes parents, de Christophe, mon ancien chef. Voilà, ça a pas de prix. Puis on a continué à travailler parce qu'on était sur un nuage quelques jours, mais il fallait vite redescendre. Et puis les clients étaient en rendez-vous. Voilà, l'activité, il y a eu un pic d'activité juste incroyable. Les clients étaient plutôt bienveillants. Voilà, nous ont soutenus, nous ont accompagnés. Et puis ça nous a donné beaucoup de force. Donc voilà, on a vécu un exercice 2024 juste fabuleux. Vous, à l'origine, vous venez de Bourgogne, qui est une terre de gastronomie aussi. Et oui. Vous êtes arrivé dans le Sud. Comment est-ce que ça s'est passé, ce cheminement ? Par quelles grandes étapes vous êtes passé ? Alors moi, j'ai commencé ma carrière il y a maintenant 20 ans. Hein. Voilà, je suis fils d'artisan pâtissier, petit-fils d'agriculteur. Donc j'ai toujours été versé, encore une fois, comme vous l'avez dit, Léa, à juste titre, en Bourgogne. Et le pays de la gastronomie, hein, pas très loin de Lyon aussi. Voilà, il y a un magnifique terroir, des superbes artisans, des maraîchers, des producteurs. Donc j'ai vite noué ce lien d'amitié, cette proximité avec les producteurs, les maraîchers, les paysans. Et puis je crois qu'à 14 ans, je voulais faire sport-études, mais je suis sûr, hein, j'avais pas niveau scolaire, encore moins niveau sportif. Mais bon, c'était un rêve, hein, on a le droit de rêver aussi dans la vie. Du coup, je me redirige naturellement, j'ai envie de dire, vers la cuisine, parce que faut pas oublier que mon meilleur ami, ses parents sont restaurateurs, donc je suis aussi, je passe mes week-ends avec eux et je vois un peu cette ambiance qui me plaît beaucoup. Donc naturellement, à 14 ans, je décide de démarrer un apprentissage. Et puis en Bourgogne, je rentre au sein de la maison Trois Gros, c'est en 2010, voilà, je fais un peu plus de 3 ans. Une superbe expérience, et je pense que sans ce passage, là à Rouen, je serais pas le cuisinier que je suis aujourd'hui, c'est évident. Là, j'ai ces notions de famille, de cuisine, quoi. On cuisine vraiment, donc c'est super enrichissant pour moi, pour mon parcours et la suite. La suite de mes aventures. Et puis après, je crois que je connais pas la cuisine méditerranéenne et je suis curieux en fait. Donc j'ai envie d'apprendre et les poissons méditerranéens. Ce terroir, ces fruits et légumes gorgés de soleil, voilà, tout ça m'intrigue, m'intéresse, et je décide de partir, pas à l'aventure, je savais qu'il y avait le Castellet. Je dis à Michel Trois Gros, chef Michel, que je quitte sans avoir rien derrière. Donc ça se fait un peu comme ça. Et puis naturellement après, j'ai un entretien avec Christophe Baquier. Moi j'étais sous-chef à l'époque au sein de la maison Trois Gros en 2013. Ouais, 2013 c'est ça. Et puis Christophe me dit non, moi j'ai pas place de sous-chef, et chef de partie. Je dis c'est pas grave, très bien, je commence comme ça et puis on verra après.
Puis je crois que l'avenir me fait dire que j'ai bien eu raison de prendre cette place. Oui, on a eu l'occasion de rencontrer Christophe Baquier, d'échanger avec lui dans un précédent épisode. Donc évidemment, il nous a parlé de vous, de cette collaboration qui a été, je pense, importante dans vos carrières respectives. Vous le côtoyez, donc lui c'est un chef qui est beaucoup influencé en tout cas par la cuisine corse. Bien sûr. Et aussi sur ce rapport à la Méditerranée chez lui qui est très clair sur les poissons, les produits de la mer, etc. Ouais. C'est quelque chose que vous avez appris à ses côtés. Qu'est-ce que vous avez gardé un peu? Qu'est-ce que vous avez modifié aussi? Tout, j'ai envie de dire tout. J'ai tout gardé parce qu'il y avait du bon et je pense qu'il m'a retranscrit, il m'a élevé un peu. Il y avait une relation père-fils et il m'a élevé au plus haut niveau et puis retransmis ses valeurs d'exigence, de professionnalisme, de cohésion d'équipe, parce qu'il est sportif aussi. Moi, j'ai fait du sport, donc toutes ces valeurs nous ressemblent énormément. C'est pour ça que ça a matché dès le début avec lui. On a écrit une belle histoire ensemble depuis 10 ans. Ça, c'est assez rare. Hein, et maintenant, des relations chef adjoint et chef exécutif, enfin chef de 10 ans, il y en a pas beaucoup. Donc voilà, c'était un beau tournant de ma vie, mais j'ai tout gardé. Et, il m'a appris aussi à avoir vraiment un œil qualitatif sur la marchandise, sur le produit. C'est important. On peut juste faire un beau poisson qui, je vais pas dire qui sort de l'eau, mais qui est extrêmement frais avec un bon jus percutant. Ça suffit. Il n'y a pas besoin d'être dans la démonstration. Voilà. Donc il m'a appris tout ça, il m'a un peu élevé comme ça, et puis il y a eu les concours, voilà, 18 le MOF, 22 le MOF, je fais 2 finales. Enfin, on a vécu des choses incroyables, et il y a plus que des bons moments, des fois on s'est un peu fâché, mais ça c'est normal, je crois que c'est la vie d'un couple. Et puis non, je retiens tout positif, quoi. Il y a pas de, si c'était à refaire, je le ferais. Vous êtes devenu quelque part un peu l'ambassadeur aussi d'une cuisine méditerranéenne. Qu'est-ce que aujourd'hui vous considérez comme des produits phares peut-être de cette cuisine-là? En vrai déjà c'est le fait le luxe, c'est qu'on a tout à proximité. Pas besoin d'aller chercher à droite à gauche à 10, 15, 30 kilomètres. On a tout à portée de main et ça c'est vraiment cool, c'est vraiment chouette. Après si j'ai un produit aujourd'hui phare, je dirais le Denchi parce que ça je l'avais jamais travaillé et c'est vraiment Christophe qui l'a fait découvrir. Quand je suis arrivé ici, en vrai, je me suis rendu compte que je connaissais pas les poissons, quoi, du moins de Méditerranée. Donc ça, je trouvais ça assez chouette et j'aime les travailler, j'aime leur chair assez délicate. Je trouve qu'il y a un côté pas sensuel parce que vous allez me dire après vous êtes romantique, mais pas du tout. Mais je sais pas, je trouve que c'est délicat, c'est assez sensuel, c'est assez sexy. Je trouve les poissons de Méditerranée ils sont beaux et surtout ils ont du goût. Voilà, il y a du caractère. Donc ça c'est extrêmement plaisant. C'est vrai qu'il y a tout un aspect, notamment autour des produits de la mer, j'ai l'impression, que ce soit les coquillages ou les poissons. Ou les crustacés. Ou les crustacés. Autant sur la saisonnalité que ce qu'on appelle aujourd'hui de la pêche durable, que le grand public n'a pas forcément en tête quand il consomme. Et c'est vrai que c'est un sujet qui s'accroît de jour en jour. Ça, c'est une évidence. Après, je pense qu'il y a eu tellement de surpêche sur Méditerranée, avec les quotas dépassés que maintenant si nous chefs engagés on n'est pas raisonnés à ce niveau-là, il faut qu'on revoie un peu notre copie, qu'on réfléchisse un peu différemment, mais il faut travailler, il faut s'efforcer de travailler des produits comme le maquereau, comme l'anchois, comme la sardine, qui sont un peu peut-être décriés mais bien sublimés avec notre pâte. Je pense qu'on peut faire de belles choses. Donc on n'est pas obligé de travailler que le Saint-Pierre. Voilà, il y a aussi des poissons un peu plus lambda, j'ai envie de dire, mais qu'on peut valoriser. Donc c'est important et je pense que les chefs doivent avoir conscience de tout ça. Vous l'avez dit tout à l'heure, vos grands-parents, ils étaient agriculteurs, donc vous aviez déjà un attachement aux producteurs, aux produits, etc. Est-ce que vous partez à la rencontre des producteurs? Enfin, comment est-ce que vous les sélectionnez? Est-ce que c'est une question de produits? Est-ce que c'est une question de personnes? Les deux. Le luxe, c'est qu'on a tout à proximité. Pas besoin d'aller chercher à droite à gauche à 10, 15, 30 kilomètres. On a tout à portée de main. Et ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment chouette. J'ai la chance de travailler avec Jean-Baptiste Enfonso, qui est un maraîcher en biodynamie à un quart d'heure d'ici à Saint-Cyr, qui m'a mis des tomates le 15 juillet ou même début août. Enfin, ça n'a rien à voir, quoi. Donc, j'ai été séduit par ça. Et je pense que
de par la beauté et la pertinence et la profondeur des goûts des produits locaux, je pense que c'est ça qui m'a séduit en fait. Voilà, il n'y a pas besoin de parasiter, de maquiller, de surjouer. Les produits sont bons, quoi. Voilà, aujourd'hui vous mangez un topinambour, vous mangez un topinambour. Donc après il y a une réflexion sur la cuisson et bien sûr il y a plein de choses et ça c'est notre travail, c'est mon travail. Déjà c'est la saison qui dicte un peu tout ça. Voilà, aujourd'hui il y a les magnifiques petits pois qui vont arriver, il y a les asperges blanches qui sortent, là il y a les morilles un peu sauvages qui vont arriver. Voilà, on essaie de s'entourer d'artisans, de maraîchers, de producteurs locaux. C'est pas toujours évident parce qu'on n'appuie pas sur un bouton et on dicte pas. C'est pas une science exacte. Donc il y a des fois on va piocher un petit peu à droite à gauche. On n'a pas le choix. Il faut aussi nourrir 40 personnes ou 35 personnes tous les soirs. Donc il y a une réalité qui est là. Là je suis en train de travailler sur une magnifique pintade qui a un élevage qui est magnifique, qui est de Bourgogne par exemple. Et j'hésite pas à la faire venir dans le sud. Vous voyez. Donc après je pense qu'il faut pas être arrêté. Donc, à nous de jongler, mais surtout pas tromper le consommateur, c'est important. Et enfin, quelque part, c'est une grande richesse aussi d'avoir ces deux cultures culinaires assez différentes et de parvenir à les marier. Vous avez d'ailleurs un menu, je ne sais pas s'il va rester à la carte, mais... Il ne faut pas spoiler. Si, il va rester. Expression végétale. Exactement, j'ai un menu légumier. On travaille dessus d'ailleurs avec mes équipes là, mais parce que j'ai envie de changer certaines choses. Ça fait maintenant 2023-2024, ça fait 2 ans. On a fait le choix de faire un menu expression végétale, un menu expression marine. Et là cette année, la particularité, c'est qu'on va faire un menu en 8 ans qui va en fait retracer les deux menus. Voilà, qu'on va appeler un peu menu symbiose. Donc on va faire du végé, du marin, peut-être de l'animal avec la viande. On va voir. Donc je pense que ça va retracer un peu l'histoire de ces deux menus. Donc c'est chouette. C'est pas parce que aujourd'hui il y a 3 étoiles qu'il faut être figé dans le temps, bien au contraire. Je pense qu'il faut stimuler tout ça. Il faut prendre aussi des risques parce que c'est parce qu'il y a 3 étoiles qu'on doit tout verrouiller. Il faut se renouveler sans cesse parce que d'une part, je pense que les équipes elles ont besoin d'être stimulées. Sinon, je pense qu'elle s'ennuie, elle pique un peu du nez, et du coup, c'est peut-être là qu'interviennent les erreurs. Et pour nos clients aussi, c'est bien qu'il y ait un peu de renouveau. Alors, il est évident qu'il faut avoir aussi des plats, j'aime pas parler de signature, mais des plats rassurants, réconfortants. Voilà, moi j'aime bien des fois aller dans un restaurant et retrouver le même plat 2 ans après. C'est des plats qui restent en mémoire et ça fait toujours plaisir de les déguster à nouveau, pardon. Là, au moment où on enregistre ce podcast, vous êtes en train de préparer la réouverture. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire ? On travaille. J'ai établi mes 2 menus, végé, marin, j'ai ma viande. Maintenant, on peaufine en fait. Voilà, on sait où on veut aller, mais on cherche jusqu'à même la dégustation. On parle de l'ordre de la dégustation pour que ça soit vraiment précis, et peut-être que non, il faut peut-être pas une fourchette comme ça, mais je verrais peut-être plus une cuillère. Enfin, c'est tous ces détails qui font que peut-être ça peut faire un gros plat ou pas. Donc on est dans le perfectionnement de quelque chose, et des fois on essaie des choses. Tout à l'heure j'ai essayé quelque chose, ça marchait pas du tout. Après je fais rentrer mes chefs, sous-chefs, chefs de partie. Voilà, c'est une vraie brigade, demi-chefs de partie, commis, stagiaires, apprentis. 15 jours avant, et puis on les forme, mais il y a des fois on n'est pas tout à fait calé sur les recettes, donc on les décroche sur autre chose pendant que nous avec les chefs on a le temps d'affiner. Et là on a encore 10 jours pour vraiment finaliser cette carte avec une présentation aux équipes en salle vendredi prochain. Ça permet de fluidifier, de trouver. C'est comme un orchestre. Hein. Il y a un chef d'orchestre, mais il faut aussi que tout se coordonne, sinon ça marche pas. Parce que vous savez, vous arrivez des fois dans des brigades, ça peut faire peur, ça peut effrayer. Donc il faut que les collaborateurs se sentent bien. C'est important aussi. Il faut avoir beaucoup de bienveillance à travers tout ça, parce qu'il y aura pas des loupés. J'appelle pas ça des loupés à ce niveau, mais il y aura des ajustements à faire, c'est une évidence, que ce soit même du côté cuisine et du côté salle. Donc ça permet de mettre à plat tout ça, et je pense que c'est une bonne chose. On vous souhaite toute la réussite possible. C'est gentil, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode Par le Sud passe à table. On se retrouve le mois prochain avec un nouvel invité. Et si ça vous a plu, parlez-en autour de vous et abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.